J'appelle la communication suivante du docteur Fabien Boucher sur vaginoplastie et raffinement dans la reconstruction de la vulve. Oui. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, Ah oui, d'accord. Ok. Monsieur le Professeur, en effet, je vais vous faire la présentation avant sur la RCP. Alors, c'est le docteur Boucher avec le professeur Leclerc, c'est ça? Qui remplace le professeur Leclerc et c'est une communication personnelle. Voilà. Merci de m'accueillir. Ça va résumer un petit peu finalement quelle est la place de cette RCP avec ce qui a été très bien dit déjà par le professeur Casanova et le professeur Erlin sur un peu d'histoire et également de terminologie. On verra ce que l'on fait en RCP et si on doit finalement les continuer. Je vous ai remis deux, trois, parce que c'est important à mon avis justement dans toute cette thématique de la non-binarité, de bien différencier l'identité de genre, on l'a redit, l'attirance sexuelle qui n'a finalement rien à voir, et c'est pour ça que le terme de transsexualisme doit être abandonné, le sexe qui sont données biologiques et un état civil finalement, et on a l'expression du genre qui est finalement comment on s'habille, comment on se comporte en société, dans l'intimité et par ses tenues et accessoires. L'identité de genre, donc actuellement, ce qu'on retient, c'est finalement les transidentités. On va finalement, nous, chirurgiens, rester assez binaires, même si on est face à souvent des demandes non binaires, mais ces chirurgies-là, en tout cas jusqu'à la chirurgie génitale, c'est quand même pour des patients qui sont dans une binarité assez franche. Ce sont des femmes trans, ce sont des hommes trans qui veulent aller jusqu'à une transition quasi complète. Et en effet, est apparu ces dernières années des demandes partielles, on pourra en rediscuter. Et une notion de non-binarité dont on a déjà évoqué, sur lequel je ne vais pas revenir, et avec la fluidité du genre que l'on connaît. Le vocabulaire est très important quand vous accueillez un patient en consultation, c'est le premier rapport et c'est important que ce patient se sente en confiance. Et en effet, on ne doit plus parler de transsexualité, mais de trans ou de transgenre, de transidentité. On parle de chirurgie d'affirmation de genre et plus de transformation qui a une certaine connotation péjorative comme chirurgie. On est soi-même, on ne devient pas homme ou femme, on est homme, on est femme, mais on peut être né dans un corps biologique non adapté, entre guillemets. On parle du coup d'incongruence de genre, et ça c'est assez récent, c'est une notion qui a 2 ans reconnue par la WPATH, puisque la dysphorie est un terme péjoratif, il a le préfixe dys, qui veut dire dysfonction, et du coup qui peut faire appel à une certaine pathologie mentale. Et donc, on appelle d'affirmation de genre et on ne doit plus parler de changement de sexe. Et ça me semble important parce que dans nos RCP, c'est des éléments importants que nous mettons en place. Alors, la RCP, ça fait bientôt 15 ans que j'ai rejoint l'équipe lyonnaise qui a une grosse vingtaine, voire 25 ans d'expérience. Et c'était assez classique. On est un chirurgien, un urologue plasticien, un endocrinologue, un psychiatre, une psychologue. Et on établit ce fameux certificat tripartite qui était demandé, notamment pour des prises en charge purement administratives et par la caisse d'assurance maladie. Pourquoi finalement cette prise en charge en monochirurgicale? Parce qu'on peut se dire aussi que ces patients-là, ils pourraient très bien vivre comme ils le souhaitent. Et globalement, on sait quand même qu'avec un peu de recul qu'on a pour ces patients trans une efficacité qui est prouvée par différentes études et qui, quand même, avec du recul fait par nos confrères d'Europe, notamment du Nord, avec des taux élevés de satisfaction, quel que soit si c'est une transition de F2M ou M2F. Les regrets, alors le professeur Orlin en a parlé, je parle là d'études que j'ai trouvées sur les regrets chirurgicaux et c'est notre expérience de l'équipe lyonnaise qui sont extrêmement rares. En tout cas, je parle de chirurgie et de chirurgie génitale où on a quand même quelques cas, mais nous, en tout cas, on est dans cette proportion de 1 à 2% de cas qui vont faire des transitions en arrière, mais qui avaient bénéficié d'une chirurgie d'affirmation de genre sexuel ou génital. L'hormonothérapie et la chirurgie, c'est bien prouvé, sont nécessaires pour atténuer la dysphorie de genre et en tout cas quand les patients sont tout à fait centrés sur des symptômes liés à cette dysphorie. La fameuse expérience en vie réelle qui était demandée de manière quasi obligatoire il y a encore quelques années, elle est
conseiller. En tout cas, c'est aussi une aide qu'on peut conseiller à nos patients. Elle est quand même préférable avant une transition. Elle est, si possible, à réaliser 24 heures sur 24 dans son milieu personnel, professionnel, familial. Mais quelquefois, elle n'est pas toujours possible ou elle n'est pas souhaitable parce que une femme trans qui va avoir encore des traits très masculins, par exemple, tout simplement encore une pilosité un peu importante, ça peut accentuer son incompréhension, ses symptômes de dysphorie. Donc, il faudra également être adaptatif et vraiment être dans cette notion de choix du patient. Est-ce qu'il préférera avoir recours avant à une normothérapie, à des chirurgies, avant d'affirmer finalement à la société ce qu'il est. Et tout ça nous fait parler de la place du psychiatre, parce qu'on y reviendra, c'est quelque chose qui a été maintenant un petit peu différent et de manière très récente. Alors, on se base sur la recommandation de la Société internationale, la World Professional Association for Transsexual Health, qui globalement a révisé tout récemment dans des standards of care la prise en charge, mais j'ai mis cette slide pour vous montrer ce qui était valable encore il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'était une prise en charge basée sur un traitement hormono-chirurgical avec une équipe pluridisciplinaire soignant, comme je vous l'ai dit, avec une évaluation psychiatrique ou psychologique qui était demandée, notamment pour l'évaluation pour la rédaction de ce certificat tripartite. Et ça répond également, en effet, en tout cas, c'était nous, je ne sais pas si toutes les RCP étaient faites comme ça, mais à Lyon, ça répond au questionnement du parcours de vie. Il était demandé aux patients qu'ils nous écrivent un recueil de leur vie et même des fois des témoignages de leurs proches étaient demandés. Et ça était une des pièces avant, au cours du premier entretien avec le psychiatre qui prenait connaissance de ce parcours de vie et cette demande de vie. Et c'est vrai qu'on a pu colliger également au sein de l'équipe et de nos psychiatres référents l'ensemble de ces données de parcours de vie et de médecine où on raconte son choix et le pourquoi. L'objectif de la prise en charge, il est d'obtenir un confort général en ce qui concerne l'identité de genre, dans le but, et bien sûr, d'avoir un bien-être psychologique et un accomplissement personnel. Jusqu'à maintenant, donc j'ai mis fin 2022, puisque ça fait suite notamment à un message du président de la Caisse d'assurance maladie qui a envoyé à tous les médecins conseil en disant l'avis du psychiatre n'est plus obligatoire pour une demande d'ALD. Donc jusqu'à fin 2022, décembre 2022, après évaluation psychosociale d'un professionnel de santé mentale, était donc finalement désigner la personne qui présentait une dysphorie de genre, il y avait un consentement éclairé, qu'il était dans une constante de sa demande et qu'il y avait une période de 12 mois minimum sous hormonothérapie avant d'aller à la chirurgie plus définitive. Depuis décembre 2022, il y a donc une nouvelle notion et de nouvelles directives par nos autorités qui qui mettent en lumière cette notion d'autodétermination éclairée avec la personne trans qui arrive avec son diagnostic. Et du coup, l'accompagnement peut être fait par un médecin choisi par la personne, que ce soit un médecin généraliste, un spécialiste, un psychiatre, un endocrinologue, voire un chirurgien en première intention. Les avis spécialisés sont demandés selon les cas dans cette rencontre particulière du patient et du médecin ou du chirurgien qui pourra demander l'appui ou l'avis d'un confrère psychologue, psychiatre ou autre si l'on souhaite cette prise en charge plus globale avant de l'opérer. Et donc, on peut être pour certains patients encore dans des anciens modèles. En pratique, quels sont les rôles du psychiatre finalement en 2024 ? Eh bien, c'est réunir des données biographiques auprès du patient, auprès de sa famille. On en a parlé, de voir l'histoire familiale, l'enfance, le parcours scolaire. Surtout, le plus important, et c'est ce qui est expliqué aussi aux patients, c'est de dépister des comorbidités pour avoir un étayage. L'idée n'est pas de dire, comme on a pu le faire il y a 30 ans, un schizophrène, un trouble du spectre autistique n'est pas éligible à une transition. On peut être schizophrène, on peut être autiste, on peut être
dépressif ou bipolaire et avoir recours à une chirurgie ou une prise en charge d'affirmation de genre, mais l'idée étant d'avoir un étayage parce que ce parcours va avoir des conséquences médicales et sur le corps importantes. Donc, on sait aussi, et ça c'est bien montré, qu'il y a une surreprésentation dans cette patientèle trans des troubles de la personnalité, de syndrome dépressif, d'idéation suicidaire et d'abus de substances qui sont majoritairement représentés en lien avec cette transition, mais c'est important à les prendre en charge et de faire ce parcours avec ces professionnels de la santé mentale. Par exemple, on retrouve sur les tentatives de suicide des taux importants dans la population trans avant chirurgie, mais qui diminuent grandement après chirurgie, qui ne revient pas à un pourcentage global de la population générale, mais ce qui veut dire aussi qu'il y a une importance dans ce suivi post-opératoire si le patient en demande. Les regrets transitoires, il y en a, et les regrets définitifs, voilà ce que nous, on a retrouvé, c'est plutôt 1 à 2 et je parle bien sûr de chirurgie. Les regrets hormonaux sont plus précoces et les fameux 40 on ne sait pas aussi, il y a beaucoup actuellement dans la population trans de questionnements sur les effets secondaires de l'hormonothérapie et donc ils l'arrêtent aussi, pas forcément pour une détransition, mais pour la peur des effets secondaires. Et tout ça est bien sûr à continuer à étudier en termes d'impact. Le psychiatre est là aussi pour dépister l'intégration sociale précaire, puisqu'on sait qu'il y a potentiellement, en tout cas dans cette patientèle trans, une faible intégration professionnelle, et ça c'était encore plus vrai avant, même si actuellement c'est beaucoup mieux accepté. Que la prostitution était vrai il y a encore 10 ans et que c'était une façon de sortir la tête de l'eau pour des patients notamment et patients aussi isolés et sans étayage familial ou autre. La difficulté au logement, le rejet familial avec une prise en charge donc sociale après. Alors actuellement, le psychiatre, il a son rôle quand même pendant et après ce traitement hormonochirurgical pour aider le patient à résoudre les difficultés induites, pour un suivi également à long terme, puisqu'on l'a vu, il y a quelques cas de retour en arrière et il y a également un impact de ce que l'on fait, de nos chirurgies, sur l'image du corps et sur l'évolution de ces patients. Donc, c'est important aussi à proposer. Le psychiatre est donc considéré comme un étayage, plus comme un juge qui va décider d'un patient s'il va être éligible à ce traitement hormonochirurgical, mais doit être une arme pour les patients qui le souhaitent et on peut encore le proposer de manière systématique, en tout cas pour les patients. Je vais terminer rapidement, parce qu'on a déjà beaucoup parlé sur ces demandes partielles avec cette notion de non-binarité. Et c'est vrai que quand on s'intéresse au sujet, dans nos consultations, c'est une augmentation importante. Quand on voit les études d'Europe du Nord, ils font ce même constat avec des belles études de cohorte où on voit qu'on a des demandes de plus en plus partielles. Alors, est-ce que ce sont des patients qu'on va classer non-binaires ou est-ce que ce sont des patients trans ou des patientes trans qui ne veulent pas aller jusqu'à la chirurgie, notamment génitale, parce que leur dysphorie de genre n'est pas du tout centrée sur le côté génital, et ils vont être plutôt centrés sur le visage, sur le thorax, et la sexualité est autre chose, ils ne vivent pas leur genre par cette sexualité. C'est aussi ces éléments-là qu'il faut analyser, puisque cette notion de non-binarité, elle peut être source de demandes partielles, mais aussi ces demandes partielles peuvent être chez des patients qui affirment un genre féminin ou masculin, mais du fait de la complexité des suites que l'on connaît des chirurgies, qui ne vont pas aller jusqu'à un aboutissement complet au niveau génital. Et professeur Alain en a déjà parlé, c'était pour ouvrir le débat sur cette notion de non-binarité. C'est quelque chose qui existe avec la bispiritualité, le troisième genre, dans différentes euh, ethnies ou en tout cas parts du globe terrestre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Vladimir.
Bravo pour cet exposé, mais je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, quand à Saint-Louis, nous intéressions beaucoup avec Banzai et Rovol à toute cette chirurgie, le spectre le pire était celui du suicide, parce que les publications, notamment dans les pays nordiques, faisaient état de 40 à 60% de suicides après 15 ans d'évolution. Et donc, vous mentionnez un taux de suicide qui est très faible, qui est inférieur à 2%. Je vous en félicite parce que ça doit sûrement être la qualité de votre suivi et des opérations. Mais quelle est la réalité si on porte un temps plus long dans la surveillance de ces patients? Extrêmement difficile. Alors, le chiffre, je vous ai dit, ce n'est pas notre équipe, c'est ce qui est retrouvé dans les grandes cohortes qui font passer d'un risque suicidaire de 20% à peu près à 4-5% une fois opéré. Mais comme je l'ai dit, ça reste quasi 5 fois plus important que la population générale. Donc, ce qui veut bien dire la nécessité d'un suivi même après. Et on l'a dit aussi, ce sont des patients qui ont une telle histoire personnelle qu'ils ont une santé mentale sûrement plus difficile. Alors, ce sont des études qui ont quasi 10 ou 20 ans, où c'était des patients on parlait à l'époque de transsexualisme secondaire, c'est une transition tardive. Ils avaient 20 ans, 30 ans de parcours personnel, de vie, où ils n'avaient pas eu le choix, entre guillemets, de leur genre. Et en effet, ça pouvait se terminer avec ce taux de suicide. Actuellement, on prend en charge, comme on vous l'a dit, des patients de plus en plus jeunes. Je ne parle même pas des enfants, mais en tout cas 18, 20, 25 ans. Et sans doute qu'ils ont réussi à affirmer leur genre beaucoup plus simplement. Ils ont pu tout de suite aller dans ce genre choisi et pas s'infliger une vie dite normée en se mariant, en ayant des enfants. Et peut-être que la santé mentale en sera encore meilleure. Vous avez raison qu'il faut ce suivi. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de dire toujours à Lyon, et c'est des fois ce qui n'est pas toujours compris d'ailleurs pour nos collègues psychiatres qui se sont sentis un petit peu désinvestis d'une certaine mission. Mais le psychiatre, le psychologue est là pour l'étayage, comme pour toute la population, et pas finalement comme un juge. Et moi, c'est ce que j'essaye de dire aux patients. Et pour finir, je ne sais pas l'expérience de mes collègues chirurgiens, mais dans ma patientèle de patients trans, je pense que j'ai moins de 5% de patients qui n'ont jamais vu de psychologue ou psychiatre. Pas parce qu'ils ont des pathologies psychiatriques lourdes comme fardeau, mais parce que c'est compliqué déjà de trouver le bon professionnel, les bons ressorts, et donc ils ont eu à faire au cours de leur vie à une évaluation, je ne sais pas si c'est une évaluation, mais un soutien psychologique. Donc, en fait, même si on a l'impression que les autorités ont enlevé le psychiatre de ce parcours-là, les patients sont aussi suffisamment, à mon avis, intelligents pour comprendre que tout ça demande un étayage pour une santé mentale meilleure. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il faut être horrifié d'enlever le psychiatre, en tout cas comme juge, mais en tout cas, il faut, à mon avis, en avoir. Et dans nos équipes, c'est ce qui est le plus difficile à trouver. Mais nous, on y est attaché en tant que soutien. Merci Fabien, je veux te remercier d'abord de ton exposé, d'avoir remplacé au pied levé le professeur Leclerc. Si j'ai bien compris ton exposé, le Merci. psychiatre, tu viens de le confirmer, n'est plus obligatoire. Est-ce qu'il n'y a pas un danger quand même, parce que le chirurgien va se retrouver en toute première ligne? Est-ce qu'il est capable de tout juger? Est-ce qu'il est capable de tout évaluer? Il y a aussi parfois une problématique financière. On a vu cette problématique de la clinique à Londres qui a été obligée de fermer parce qu'il commençait à refaire des réassignations sexuelles chez des mineurs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque là, un tournant qui va faire que la décision d'une seule personne sur une problématique quand même complexe et parfois sans retour n'est pas dangereuse? Il ne peut pas y avoir qu'une seule personne, tu sais. En tout cas, le psychiatre n'est plus présent, qui, à mon avis, était quand même un espèce de Oui, il y a garant. encore l'endocrinologue et le médecin légiste ou Alors, pas de médecin légiste, mais en tout cas, oui. à Amiens, on a le médecin légiste, c'est sûr. Sans doute l'avenir nous dira. Est-ce qu'il faut se contenter de ça? Je ne sais pas comme réponse. Comme je le disais, notre expérience, c'est que finalement, on a quand même très très peu de patients qui n'ont pas eu en suivi un étayage psychologique, le psychiatre d'une RCP qui valide ça, je suis pas certain qu'on va dans
dans une mauvaise direction, mais par contre, oui, mais finalement, c'est vrai peut-être pour aussi une grande part de notre spécialité. Est-ce qu'il ne faut pas plus être en collaboration avec des psychologues, des sexologues, des gens qui s'occupent de la santé mentale de nos patients? Dans les cas, il est vrai qu'on a quand même souvent l'endocrinologue ou le médecin spécialiste qui va prescrire les hormones, qui est quand même souvent le premier. Et après, on a en effet des patients qui viennent nous voir en première intention. Moi, j'essaye quand même de toujours recueillir un mot ou en tout cas un suivi par un psychologue ou un psychiatre, et on les adresse dans un réseau. Et c'est souvent, enfin, j'ai pas de patients, enfin, peut-être ils sont jamais venus me revoir, mais qui se sentent agressés avec cette vision-là de juste leur proposer une discussion avec un psychologue ou un psychiatre. On verra à l'avenir, mais Professeur Joannet. Oui, sur ce plan, justement, est-ce que vous faites une différence entre le psychiatre et le psychologue pour ces patients? alors, la Oui, différence- oui. oui, il y a une différence, bien sûr. Là, quand je dis psychologue, c'est que souvent, c'est quand même plus simple pour les patients à avoir recours, juste par le nombre qu'ils sont et les référents que nous, on peut avoir dans ce domaine-là, en tout cas sur Lyon. Que le psychiatre, c'est compliqué, comme vous le savez, de trouver, qui s'intéresse à cette problématique du genre. Ils ont ceux qui le font, ils ont des listes d'attente qui sont monumentales. Donc oui, je distingue bien les deux rôles. Après, encore une fois, dans cette vision de 2024 du psychologue ou du psychiatre comme un étayage, une aide à une transition et pour gérer des comorbidités potentielles, je pense que les deux ont leur place. Si c'est un malade qui souffre d'une maladie mentale, on l'orientera forcément plus vers un psychiatre parce qu'il y aura en plus, il y aura sans doute des traitements médicamenteux à adapter en fonction des hormones, de la chirurgie. Il y a toute cette notion-là qu'on va prendre en charge. Juste une dernière question, si j'ai le temps, Monsieur le Président. Tu parlais tout à l'heure dans ta diapo de mise en situation, ou je sais pas quoi. Donc, ça veut dire qu'on demande, par exemple, à quelqu'un de s'habiller en femme, c'est ça? Ça, c'était avant. Ça, c'était avant, ça. Avant, ouais, notamment dans le fameux rapport ou l'histoire de vie que le psychiatre de la RCP demandait, c'était un élément important depuis quand ils avaient cette expérience en vie réelle, comment ils la vivaient, où, par quelle situation. Actuellement, ce n'est plus demandé et je ne suis même pas sûr que ce soit entendable par nos patients, quoi. Mais encore une fois, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais mon expérience personnelle ou de l'équipe montre que ces patients-là, enfin, ce sont des femmes avec des stéréotypes de femmes ou des hommes avec des stéréotypes d'hommes, hein. D'ailleurs, ils surinterprètent les caractères sexués souvent secondaires pour se sentir sans doute mieux. Merci beaucoup.